Alors donc nous reprenons un peu, on fait la synthèse pour retrouver aussi un peu nos auditeurs virtuels. Parce que je vois qu'il y a eu beaucoup de personnes qui ont essayé de nous joindre, s'interrogeant sur le fait qu'aujourd'hui il n'y a pas eu de direct. Mais c'est pour cela que quand même on fait part un peu de ce qu'on a dit ce matin. En réalité, aujourd'hui on l'a réservé pour étudier un peu la technique de résolution du cas pratique. Parce que, comme vous le savez, au cours de vos parcours, de votre parcours, vous aurez des examens, vous avez des examens, souvent sous forme de questions de cours. Ça peut être également sous forme de questions de synthèse. Ça peut être sous forme de commentaires d'arrêt, de commentaires de texte, et cela peut être également sous forme de cas pratiques. Et souvent, le cas pratique est utilisé lors des examens. Je dirais aussi que le cas pratique, c'est aussi votre quotidien, soit au sein de l'entreprise, soit au sein d'un cabinet juridique. Ça veut dire que vous serez amené, en fait, à résoudre des cas, que ce soit en tant que juriste d'affaires, en tant que juriste d'entreprise, ou en tant que notaire, ou avocat, ou fiduciaire. En fait, ce sont les cas pratiques qui feront notre quotidien. C'est pour cela que on a réservé cette matinée à étudier ces aspects-là. Qu'est-ce qu'on a dit? Pour faire un peu la synthèse de ce que nous avons dit. D'abord, le cas pratique, c'est quoi? C'est, en quelque sorte, soumettre une situation de fait à un traitement juridique. Au lieu que je vous pose une question directe, qui soit d'ordre théorique, je pose une question, mais en fait, qui est noyée dans un ensemble de situations réelles auxquelles je dois trouver une solution et une réponse juridique. Donc ça ne doit pas vous inquiéter, de toute façon. Il faudra faire attention à une chose, on l'a dit. Ça veut dire qu'il ne faut pas croire que parce que c'est un cas pratique, je n'aurai pas besoin de connaître tout mon cours. Parce que là, c'est impossible. Ça veut dire que c'est comme dans la vie de tous les jours. Je suis obligé de travailler mon droit, de développer mes connaissances juridiques pour pouvoir répondre à des questions de droit. C'est impossible de le faire autrement. Ça ne peut pas, si vous voulez, votre réponse, ça devra être une réponse juridique. Ça ne peut pas être une réponse fondée simplement sur la logique. Simplement la logique simple. Non. Fondée sur la logique juridique. Et ce qui est intéressant à souligner, c'est que parfois, la logique simple n'est pas conforme à la logique juridique, parce que la logique juridique, parfois, peut être aberrante. On souhaiterait qu'elle ne le soit pas. Mais parfois, ça arrive. Vous avez parfois un texte qui semble aberrant. On lèvera plus tard si nécessaire. Donc, si vous voulez, ce cas pratique, quand vous l'avez, comment on doit l'aborder? Bien, en réalité, quand vous avez une question de cours, une question de synthèse, c'est-à-dire que, qu'est-ce que vous faites? Vous allez mettre en place une introduction, vous allez énoncer votre plan, faire votre rédaction dans les règles de l'art, de manière simple, précise et technique, et terminer par une conclusion. Eh bien, dans le cas pratique, l'approche est différente. C'est-à-dire que dans le cas pratique, la première étape, c'est mettre en évidence les faits pertinents. Parce que vous ne pourrez pas reprendre les faits comme ils sont énoncés dans votre questionnaire. Parfois, à l'examen, vous avez des cas pratiques sur 2 ou 3 pages, vous n'avez pas rédigé 3 pages en introduction. C'est-à-dire que ce sont les faits pertinents qui vont jouer un rôle, qui vont permettre justement l'identification du problème juridique. Et c'est ça, en fait, le mécanisme. Donc vous devez relater les faits en usant d'une accroche. Et l'accroche, en général, c'est une idée générale qui, en quelques mots seulement, permet d'introduire le sujet, en évitant les phrases bateau. Donc, les faits, c'est une première étape. Deuxième étape, qualification juridique des faits. Et comme on l'a dit ce matin, je peux dire hors antenne, on a parlé de la qualification juridique des faits.
Parce que la qualification juridique des faits est essentielle. À partir du moment où j'ai qualifié mon problème de manière sérieuse et régulière, je suis sûr d'être dans la bonne réponse. Mais si je qualifie le problème de manière erronée, je suis hors réponse. Nous avons parlé de ce procureur, par exemple, du roi qui va qualifier les faits, une accroche simple entre deux personnes sur la voie publique. Il peut dire échange de coups et blessures, et là, c'est un simple délit, comme il peut dire entrave à la circulation sur la voie publique, et tout d'un coup, on se retrouve dans le cadre d'un crime. Comme dans l'autre cas que nous avons vu ensemble, c'est une plainte contre un gérant d'une société pour abus de biens sociaux et la disparition d'une facture pro forma qualifiée par le procureur comme étant une destruction de documents commerciaux et donc considérer le problème comme étant grave et le poursuivre devant le procureur général qui lui-même le poursuit devant le juge d'instruction avec incarcération. Et ce que cela comporte pour enfin que le tribunal acquitte le gérant en disant qu'il ne s'agit pas du tout ni d'un délit ni d'un crime et qu'il n'y a même pas lieu à poursuite judiciaire. Donc, pourquoi on arrive à ces situations aberrantes? Tout simplement parce que la qualification juridique à la base a été mal faite. C'est pour cela que quand quelqu'un vous expose le problème, que ce soit dans le cadre de l'examen, pas l'examen de la faculté seulement, moi je parle même des examens, en règle générale les concours, eh bien, je dois faire la synthèse des faits essentiels et pertinents. Et je dois qualifier juridiquement le problème juridique. Parce que si je fais l'énoncé de manière correcte et sérieuse, c'est-à-dire j'arrive à rattacher un fait concret à une catégorie abstraite du droit, ça veut dire qui, contrairement aux faits, a une portée générale, parce que je vais passer, en fait, ça veut dire j'ai un problème de fait et j'essaie de trouver la base du droit, de la règle juridique applicable. Parce qu'il ne s'agit pas, si vous voulez, quand vous avez un cas pratique, si le cas pratique relève du droit des effets de commerce, de commencer à théoriser sur les effets de commerce. Le cas pratique est en lien direct avec la question des effets de commerce. Nous allons parler de l'historique et présenter la définition. Non, ce n'est pas comme ça. C'est-à-dire que quand on vous pose, c'est comme un juge, quand on lui expose dans le cadre d'une action judiciaire un problème dans le cadre de cette action-là, qu'est-ce qu'il fait? Il ressort des éléments du dossier que M. X, demandeur à l'action, est locataire d'un fonds de commerce, qu'il a reçu une lettre en date due, qu'on a voulu l'expulser, etc., etc. Donc il demande, en fin de compte, il va dire, il demande des dommages et intérêts, etc. Donc c'est à étudier. Ça veut dire, nous-mêmes, dans la rédaction du cas, on pose le problème, on pose le problème juridique après qualification, et en fait on se dit quoi? C'est-à-dire, là, on va énoncer la question juridique qu'on va devoir résoudre. Mais on a déjà bâti, si vous voulez, notre système qui est solide, la charpente. C'est comme dans une construction de villa ou de maison. C'est-à-dire, à partir du moment où j'ai bien énoncé mes faits, j'ai bien précisé le problème juridique, je n'ai plus de problème. Parce que je suis sûr d'être sur la bonne voie. Je ne serai pas comme les cas qu'on a évoqués ce matin, c'est-à-dire parce qu'il y a que c'est comme deux personnes qui se battent, échangent de coups et blessures. Si vous tombez sur un procureur qui qualifie mal le problème juridique qui se pose, il peut dire coups et blessures, échange de coups et blessures, comme tentative d'assassinat. Tout est question d'analyse et de qualification juridique. Et dans le cadre de l'entreprise, encore plus, comme le cas de ce gérant qui est poursuivi pour destruction et dilapidation de documents commerciaux et de documents comptables, alors qu'en réalité, il s'agissait simplement d'une facture pro forma qui n'a aucune importance, si vous voulez, parce que cette opération n'a pas eu lieu, cette facture n'a pas eu lieu, ces sommes d'argent ne sont pas rentrées dans la société, etc., etc. Donc, une fois que nous sommes arrivés à l'identification d'abord du problème juridique, l'identification de la règle juridique, parce qu'en fait, il faut trouver la règle juridique applicable, parce que votre réponse, elle est fondée
sur une règle de droit. Vous ne pourrez pas dire simplement « oui, c'est logique ». Non, logique, mais quel est le repère juridique? Quelle est la base? Quelle est la règle applicable? Et la base, en fait, comme on l'a vu en introduction, c'est quoi? C'est d'abord les textes juridiques qui relèvent de la loi, mais ce n'est pas suffisant. Si vous avez les moyens d'aller au-delà, vous pourrez aussi trouver les solutions que vous allez chercher dans la jurisprudence. Vous allez appuyer vos propos aussi par la recherche des idées en matière de doctrine. Donc, il y a tout un ensemble qui permet ou qui vous permet de mettre en évidence, de mettre en œuvre votre savoir juridique et donc d'apporter la solution à la question qu'on vous pose. Après, vous avez fait l'application, une application des règles juridiques aux faits exposés. Vous avez exposé un certain nombre d'hypothèses, de solutions à la question posée, parce que généralement, le cas pratique, c'est quoi? Le cas pratique, c'est une consultation juridique. On l'appelle aussi consultation juridique. Alors, il y a beaucoup d'auteurs qui vous diront la conclusion n'est pas nécessaire en matière de réponse à cas pratique. Oui et non. Parce qu'on peut justement s'exonérer de la mise en place d'une conclusion, mais aussi elle peut être utile dans certains cas de figure pour rappeler brièvement les solutions proposées ou les solutions adoptées. Alors, nous, ce matin, on a vu ensemble un cas pratique. Si je devrais rappeler les faits, reprendre ce que vous avez dit ensemble ce matin, c'est quoi? C'est-à-dire, il s'agit de quoi? D'une personne, M. Brahim, qui a contacté un ami à lui afin de conclure un contrat. Il a promis, dans le cadre, un contrat de société. Il a promis, dans le cadre de ce contrat, de mettre en œuvre tout son réseau commercial, toutes ses relations commerciales, dans le cadre d'une société d'import-export. Effectivement, M. Benani a financé l'ensemble de ce projet. Plusieurs mois se sont écoulés sans qu'il y ait de résultats, sachant que M. Brahim occupe le poste de gérant avec 30% de parts sociales qui correspondent à son apport en industrie. M. Benani, qui découvre qu'il est victime, en fait, de déclarations non fondées, vous consulte pour savoir quels sont les moyens pour se dégager de ce contrat sans conséquence pour lui. Et on vous pose la question pour vous dire, rédigez la consultation. Voilà les faits. Alors, vous avez vu que dans ce cas pratique, il y a deux volets qui vont s'imbriquer. En fait, il y a un aspect droit des sociétés, c'est pour ça que je vous ai posé la question tout à l'heure, si vous vous rappelez un peu de votre information concernant vos connaissances en matière de droit des sociétés. Et il y a un aspect qui nous intéresse directement parce que c'est l'objet de notre cours, c'est l'aspect contrat. Parce qu'en réalité, le contrat conclu entre Benani et M. Brahim, c'est un contrat de société. Et la société est qualifiée en droit marocain comme étant, au terme de l'article 982 du Code des obligations et contrats, comme étant un contrat. La société est un contrat entre deux personnes ou plus qui mettent leurs biens ou leur travail en commun. Donc, si vous voulez, nous sommes dans le cadre du contrat. Or, nous allons, si vous voulez, on devrait chercher la réponse, ça veut dire, quelle est pour vous la meilleure solution qui permettra à M. Benani de se dégager de cet engagement non rentable, on peut dire. Est-ce qu'il doit fonder son action sur le droit des sociétés ou sur le droit des contrats? Vous allez me dire sur le droit des contrats. Parce que sur le droit des sociétés, on va l'écarter pour une raison simple. Déjà, M. Brahim occupe le poste de gérant. Et à partir de là, si M. Benani veut déjà le révoquer, il a besoin d'avoir la majorité des 3/4, ce qu'il n'a pas puisqu'il a 70% et Brahim a 30%. Deuxième solution, demander la dissolution de la société sur la base des règles spéciales du contrat de société. Or, nous disposons, dans ce cas pratique,
d'une solution simple, c'est en fait de fonder la solution sur la base du non-respect des conditions générales du contrat, les conditions qu'on a vues ensemble. Et ces conditions, c'est quoi? Rappelez-moi. 1. La capacité, le consentement, la cause et l'objet. Or, où se situe le problème? Ici, dans le cas pratique que nous avons entre les mains, c'est dans le consentement. Vous avez constaté que M. Ibrahim a contacté M. Benani pour lui dire « Moi, je dispose d'un réseau commercial assez solide, je vous demande le financement, j'apporte mon capital relationnel. Il s'avère qu'il n'a pas de capital relationnel. Où est le problème ?» C'est dans le consentement, mais vice du consentement. Et quelle partie encore qu'on va pouvoir mettre en œuvre? C'est le dol. Parce que le dol, c'est quoi? Ce qu'on a vu ensemble. Ça veut dire l'utilisation de moyens frauduleux pour pousser autrui à conclure un contrat avec vous. Donc, au lieu d'aller perdre beaucoup d'énergie et de temps dans la révocation, qui est possible, si on veut encore chercher un peu dans le détail, sous certaines conditions, ou la dissolution, encore peut-être ces conditions ne sont pas réunies, à la rigueur, on va nous dans les conditions générales et dire que le consentement a été vicié pour dol. Parce que le dol est plus vaste que l'erreur, notamment. Et donc là, effectivement, on peut dire que le consentement de M. Benani n'a pas été exempt de vice, il a été extorqué sur la base de déclarations ou de fausses déclarations ou de moyens frauduleux. Donc, dans ce cas, vu les règles de droit, vu la jurisprudence, on peut dire qu'il est presque certain que M. Benani aura gain de cause, et c'est ça votre solution qu'il faut développer. Donc, vous développez votre situation, votre solution à partir des faits, qualification du problème juridique, énoncer en fait le problème juridique, énoncer la règle de droit applicable. Là, on a choisi carrément les règles générales du droit, donc ce sont les règles du code des obligations et contrats. Développer votre solution et dire voici la voie qu'il est possible de suivre. Et vous constatez, et je vous donne la parole, vous constatez en fait que finalement le cas pratique c'est quoi? C'est une mise en œuvre de nos connaissances juridiques appliquées à un cas réel. C'est ça là. Et c'est ça l'intérêt. C'est pour ça que très souvent, moi, je préfère les cas pratiques. D'abord parce que ça vous prépare au concours que vous allez passer demain, soit au ministère des Finances, soit à la conservation foncière, soit à la Cour des comptes, ou autres professions qui vous intéressent. Et généralement, aujourd'hui, souvent, on fait usage des cas pratiques plus que des questions théoriques ou des questions de synthèse qui souvent nécessitent juste une connaissance par cœur du cours. Par contre, le cas pratique nécessite une compréhension parfaite du cours. Oui, votre question? Oui, ben oui, tout à fait. Parce que qu'est-ce que vous allez dire? Il va dire quoi? Il va dire mon consentement a été vicié. C'est la base de votre parcours et c'est ça qu'il faut rédiger. Et ce qui serait intéressant pour vous, c'est justement de procéder à une rédaction de ce cas pratique pour l'exercice. Et vous me le fournissez la semaine prochaine pour que je puisse évaluer quelques-uns et corriger sur la base d'un rédactionnel total, si vous voulez. Donc on fera encore d'autres cas pratiques pour que vous puissiez avoir la maîtrise. Ça nécessite une maîtrise, et cette maîtrise vient justement de la multiplication des exercices. Voilà, on a fait un saut pour dire bonjour à nos amis auditeurs virtuels. Je vous remercie. À la semaine prochaine.